Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans le MAG des placements, premier numéro, et on va s'intéresser évidemment aux placements préférés des Français, le couteau suisse pour nombre d'épargnants, l'assurance vie. Alors l'assurance vie qui était évidemment le placement, je l'ai dit, principal, on a fait beaucoup l'apologie de cette assurance vie. Or pour la première fois en 2016, eh bien, la politique et puis les marchés ont jeté un froid, il y a eu des doutes. Alors le principe c'est qu'on va en discuter avec nos spécialistes, deux experts pour en parler sur le plateau. On accueille Thierry Abidana, le directeur Primonial Gestion Privée. Bonjour Thierry. Bonjour. Et François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. Bonjour Fabrice. Bonjour François. On verra ensuite donc quelles sont les solutions pour remédier si vous avez une assurance vie, si vous n'en avez pas encore, qu'est-ce qu'on peut faire alors que les rendements sont en train de s'étioler. Et enfin, on prendra une série de questions, des questions que vous nous avez envoyées, des questions très pratiques justement pour répondre évidemment à toutes vos interrogations. Le MAG des placements, c'est parti. L'assurance vie, je le disais, le couteau suisse pour nombre d'épargnants. François Monnier, quelques chiffres déjà pour bien poser le débat. On compte en centaines, voire en milliers de milliards d'épargne investie. Oui, l'assurance vie en euros, ça représente à peu près 1300 milliards d'euros aujourd'hui. Si on rajoute les unités de compte, eh bien, on arrive à un montant qui dépasse les 1600 milliards d'euros. C'est le placement préféré des Français, vous l'avez dit, mais c'est un placement qui ne fait plus rêver aujourd'hui. On a connu en 2016 un très bon premier semestre et depuis cet automne, eh bien, les Français, les épargnants se mettent à douter. Et ils se mettent à douter alors qu'on a traversé 30 ans, 3 décennies où ce placement avait une sorte d'alignement des planètes. Tous les voyants étaient au vert. C'était un placement qui procurait une liquidité totale, un placement qui générait un rendement élevé, un placement qui en plus était totalement liquide. Et en 2016, on a eu une sorte de Big Bang, une révolution dans le domaine des placements, puisque ces voyants ont tout doucement ou brutalement basculé à l'orange, voire dans le rouge. On va voir justement quels sont ces facteurs de risque, des facteurs de stress pour le nombre d'épargnants. Thierry Abidana, unité de compte, on a entendu, on va préciser pour ceux qui sont vraiment néophytes, il y avait dans l'assurance vie, il y a deux grands blocs finalement, le fonds euro et ces fameuses unités de compte ou ces supports actions, obligations. Dites-nous-en un peu plus. Alors comme disait François, pendant des décades, le produit d'assurance vie, c'était en fait le fonds euro. Le fonds euro, c'était donc la sécurité dont parlait François. Et on est vraiment sur un produit qui a le couple rendement-risque qui était incommensurablement meilleur que tout ce qui pouvait arriver sur la planète de l'investissement. Aujourd'hui, du fait des performances euro qui déclinent, mais on aura le temps d'en parler prochainement, un nouveau bloc a commencé à se créer, c'est-à-dire un bloc qui permet d'aller sur différents univers d'investissement, les actions, les obligations, des produits immobiliers, et qui permet aujourd'hui aux investisseurs d'avoir une alternative au fonds euro avec la contrepartie qui est bien évidemment d'avoir une prise de risque légèrement supérieure, vu que le fonds euro est garanti. Et voilà, mais aujourd'hui, ça sera peut-être la condition sur des revenus un petit peu meilleurs. François, on revient justement sur ces incertitudes. On a beaucoup parlé, notamment d'un environnement qui change au niveau fiscal, au niveau réglementaire. Oui, on a un environnement qui devient on va dire, moins favorable, voire défavorable. Donc on avait donc 3 voyants au vert. Le premier voyant qui bascule à l'orange, eh bien, ce basculement a lieu sous la pression de la loi Sapin 2. On va pouvoir dorénavant geler un petit peu les mouvements de l'assurance vie, que ce soit en euros ou unité de compte, quand il y a une pression sur le marché. C'est-à-dire dans un marché difficile, eh bien, le gouverneur de la Banque de France peut dire stop, on arrête les retraits et ça peut durer 6 mois. 6 mois, ça peut paraître court, voire long, ça dépend du stress qu'il peut y avoir sur le marché. Mais donc, on avait l'habitude pendant 30 ans d'avoir un placement totalement liquide. Eh bien là, on a un placement qui devient peu liquide en période de stress et un stress de 6 mois, et bien après on ne sait pas ce qu'on va découvrir au bout de ces 6 mois. Donc ça c'est le premier voyant qui était vert. Ça c'est acté aujourd'hui, c'est dans la loi, ça y est, c'est gravé dans la loi Sapin 2, on peut bloquer les retraits pendant 6 mois maximum, mais 6 mois encore une fois, ça peut paraître court mais c'est vraiment très long. Deuxième voyant, eh bien c'est le capital garanti. Le capital garanti, il n'y avait aucun souci jusqu'à maintenant, mais maintenant, si on se met à lire un petit peu les textes, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'assureurs qui ne garantissent que le capital brut de frais de gestion. Ça veut dire que votre capital, si jamais le rendement de votre assurance vie en euros tombe proche des zéros, eh bien votre capital garanti va être mangé chaque année par les frais de gestion. Si vous avez des frais de gestion de 1%,
En gros, dans l'assurance vie en euros classique, vous avez des frais qui voisinent entre 0,5% et 1%. Eh bien, si vous avez 1% de frais de gestion, votre capital, il fond chaque année de 1%. Donc ça, c'est le deuxième voyant qui n'est plus au vert. Et le troisième voyant qui nous inquiète le plus chez Investir, eh bien, c'est les rendements. Avant, on avait l'assurance vie en euros, c'était magnifique. En 1990, vous aviez plus de 9% de rendement. En 2000, vous aviez encore plus de 5% de rendement. Et là, on l'a vu, en 2016, ce rendement, il est tombé à 1,7% en moyenne dans les contrats en euros. 1,7%, c'est peu, ça devient très faible. On peut se poser des doutes. Et puis surtout, cette baisse des rendements, elle est plus importante que la baisse de l'inflation. En 1990, vous aviez à peu près 3% d'inflation avec un gain en rendement de 9%. Donc vous aviez un différentiel de 6%. En 2016, votre pouvoir d'achat, il n'est plus que de 1% par rapport à l'inflation. Donc vous aviez un pouvoir d'achat de 6%, il devient de 1%. Et il n'est pas exclu que dans quelques années, si on continue à poursuivre cette tendance, eh bien l'inflation dépasse l'assurance vie en euros. Ouais. Ça veut dire qu'à terme, eh bien, ça va être un placement qui sera perdant. On parle beaucoup d'inflation, de taux négatifs lorsque les Allemands empruntent sur des longues périodes. Eh bien, on peut avoir la même chose pour les épargnants. Vous allez avoir un placement qui va vous coûter de l'argent tous les ans. Et ça, c'est vraiment très inquiétant. Et on va le voir en 2017, cette tendance à la baisse des taux devrait se poursuivre. Nos experts estiment que ce rendement peut tomber à 1,3%. Donc on passerait de 1,7 à 1,3%. Et 1,3%, ça c'est quelque chose de très important parce que dans le même temps, on a un petit regain d'inflation. Et ce petit regain d'inflation peut conduire en août à un livret A qui peut être revalorisé. Oui, ça va manger de toute façon la performance. La rumeur dit 1,3 de rendement et 1% d'inflation. Voilà, on va avoir un vrai match livret A, assurance vie en euros. Et le livret A, c'est pas terrible en ce moment. C'est pas terrible en ce moment, sauf que si le rendement du livret A, comme on s'attend à ce que ce taux atteigne les 1,25%, vous allez avoir 1,3% avec votre assurance vie en euros, 1,25% avec le livret A. Ouais. Et comme sur l'assurance vie en euros, vous avez des prélèvements sociaux, vous allez avoir un rendement d'assurance vie en euros dont le rendement pourrait être inférieur au livret A. Sauf que François, livret A, le match livret A assurance vie, c'est pas du tout les mêmes montants, c'est plafonné. Livret A, 22 500 € maximum. Bien sûr. Assurance vie, illimitée. Illimité. Juste pour revenir sur ce que disaient ces 3 points d'interrogation, ces 3 points d'inquiétude, est-ce que vous l'avez ressenti, vous qui êtes au contact des clients chez Primonial Gestion Privée, est-ce que ça s'est senti clairement? Est-ce que vous avez eu des interrogations de la part du réseau, des clients? Alors, le premier point, c'est Sapin 2. Donc là, oui, bien évidemment, cette inquiétude est ressortie, plus quelques discours politiques qui étaient inquiétants, mais on parle de ça, on est en septembre-octobre de l'année dernière. Donc oui, bien évidemment, les investisseurs s'intéressent à ce qu'ils font. Donc il y a eu des questions. Nous, notre approche de Sapin 2, ça a été de dire, il y avait déjà un dispositif qui existait, on l'a, on va dire, élargi à tout le monde et on prend le pouvoir, nous, État, on prend le pouvoir, on peut le faire au niveau de tout le monde s'il y a un risque systémique. Donc c'est possible, mais aujourd'hui, les contrats d'assurance vie ne sont pas bloqués. C'est s'il y a un risque systémique qui est en fait une augmentation très forte des taux, qui aura comme conséquence que déjà, comme on le disait il y a 2 secondes, que les rendements ne sont pas vraiment au top sur les fonds euros traditionnels. Si en plus de ça, l'argent, les SICAV monétaires rapportent plus, bien évidemment, on est là dans un risque systémique, les gens vont vouloir tous racheter en même temps, et là, les compagnies d'assurance pourraient être en danger. Donc l'État a tout simplement pris une mesure prudentielle par rapport à une situation comme celle-ci. La conséquence, c'est quand même qu'il y a eu un trou d'air dans la collecte. Il y a eu un vrai trou d'air au niveau du marché. Alors nous, on est une jeune société, donc du coup, avec des solutions qui sont particulièrement innovantes. Donc nous, ça nous arrange finalement de se dire que la position passée qui était de dire j'investis sur un fonds euro traditionnel et j'attends parce que j'ai un couple rendement-risque qui est optimal, fait qu'aujourd'hui, si on n'a pas de conseil, on subit les affres du marché et on ne sait plus quoi faire. Donc nous, conseillers en gestion de patrimoine, bien évidemment, si on peut créer de la valeur de conseils autour de ce qu'on doit faire, ça va nous arranger. Je précise juste une petite chose. Dès aujourd'hui, c'est-à-dire le rythme de l'inflation à fin janvier était de 1,40, 1,70 taux moyen moins 15,50 de prélèvements sociaux, ça fait 1,40. C'est-à-dire que fin janvier, les contrats qui ont fait 1,70, on est à 0 de création de valeur. On ne gagne plus rien ou plus grand-chose sur le fonds euro. Mais c'est plus que le livret A qui, lui, est en négatif, du coup. Et voilà, donc la boucle est bouclée. Effectivement, ces inquiétudes sur l'assurance vie, on en parle. Et puis, au-delà des inquiétudes, on va essayer quand même de trouver des solutions avec nos experts François Monnier et Thierry Abedana. À tout de suite.
L'assurance vie en danger, en tout cas on vient de le dire, hein, des rendements qui sont en train de fondre, qui sont grignotés par l'inflation. Comment réagir? Est-ce qu'il y a mieux sur le marché? On en parle avec nos experts. Je me tourne vers François Monnier tout d'abord. Comment réagir justement à cette baisse des rendements? Ce risque, il est quand même global sur l'ensemble des placements sécurisés aujourd'hui. La grande nouveauté en 2017, c'est que maintenant il n'y a plus, on va dire, quasiment de placements sans risque. Et vous ne pouvez plus non plus être passif. Avant, pendant 30 ans, vous avez votre assurance vie en euros. Une fois par an, vous ouvriez votre enveloppe et vous regardiez votre taux. Et puis après, vous la refermiez et rebelote l'année suivante. Aujourd'hui, il faut être actif. Et donc, une assurance vie en euros ou une assurance vie au sens global, maintenant, ça se pilote. On regarde un petit peu les différents contrats. Mais avant de regarder les différents contrats, il faut se rendre compte que quand même, l'assurance vie en euros peut avoir quand même un petit peu d'intérêt. L'assurance vie en euros n'est pas morte. L'assurance vie en euros, on va dire classique, a encore une utilité. Ça dépend de votre âge. Par exemple, si vous avez plus de 90 ans, vous n'allez pas basculer sur les actions, sur le PEA, parce que l'assurance vie, ça vous permet d'avoir une certaine souplesse. L'assurance vie en euros, il n'y a pas de droit de succession, donc il y a des véritables avantages. Donc l'assurance vie en euros, non, elle n'est pas morte. Simplement, ça ne peut plus être le placement préféré pour les Français. Et il faut se tourner vers d'autres solutions que peut procurer également l'assurance vie, mais pas en euros, notamment avec des unités de compte. Alors on va y revenir. Alors pas le placement, plus le placement préféré des Français, difficile à dire quand on a cette masse de capitaux. Hein. Déjà le stock, évidemment. Thierry Benalla, vous dites que c'est l'outil patrimonial par excellence. Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on rencontre un conseiller en gestion de patrimoine, de toute façon on sort avec un contrat d'assurance vie. Comment ça se fait et est-ce que ça va toujours être le placement par excellence? C'est probablement qu'il y a des vraies raisons. La première, c'est qu'on discute aujourd'hui de l'assurance vie et en fait le focus il est sur le fonds euro en réalité parce que comme on le disait, l'assurance vie c'est pas que le fonds euro et heureusement. C'est devenu un placement financier optimisé parce que choix possible des supports d'investissement, fiscalité pendant la vie du contrat optimisée par rapport à des comptes titres, donc pas de frais importants en tout cas, une fiscalité à la sortie en cas de rachat partiel ou total au top, très clairement. Et enfin, des droits de mutation, des droits de succession, pour être plus précis, qui procurent des avantages patrimoniaux. Le produit d'assurance vie. Du coup, ça veut dire que la performance n'est pas le seul critère quand on parle de ce contrat d'assurance vie. C'est toute l'idée, c'est que le produit d'assurance vie à l'origine, ce n'est pas un produit pour aller faire de la performance pure, c'est un produit patrimonial. Quels sont mes objectifs de vie ? Qu'est-ce que je veux faire de mon patrimoine? Est-ce que je veux préparer ma retraite? Et là, vous avez des options de sortie une fois que vous êtes à la retraite qui vont du rachat partiel jusqu'à la rente, avec reversion ou pas, c'est-à-dire de donner à mon conjoint si je le prédécède. C'est des produits où je peux finalement commencer à m'organiser pour optimiser, privilégier un de mes héritiers parce qu'il a des problèmes personnels ou ci ou ça. Donc c'est un outil patrimonial. Patrimonial et qui s'adapte à la situation finalement de chacun. Qui s'adapte à la situation de chacun, mais c'est un outil qu'on ne peut pas utiliser seul dans une gestion globale de patrimoine. Mais c'est un couteau suisse, comme vous le disiez en introduction, et donc on peut l'utiliser. Maintenant, comme il a une grande dimension financière, et bien évidemment, si au lieu de payer 60% de droits de succession, parce que j'ai décidé de donner à quelqu'un, je vais payer 0 sur une partie et 20% sur l'autre, vous voyez bien que ce n'est pas 1% de rendement de plus sur mon contrat, par an, même si je vis 20 ans, qui vont compenser cet écart successoral que je vais devoir payer. Maintenant, l'idée, c'est qu'une fois que j'ai fait ce choix patrimonial, et c'est là l'intérêt de comprendre pourquoi j'investis sur un contrat d'assurance vie, et c'est fondamental de se poser d'abord ces questions. Ensuite, comment j'optimise? Alors, il y a les fonds euros traditionnels, il y a des fonds euros un peu plus dynamiques et qui ont eu des performances largement supérieures à la moyenne cette année. Et ensuite, il y a un grand volant d'investissement possible sur les unités de compte dans différents marchés qui permettent de se créer avec une mesure du risque qui est liée à votre sensibilité personnelle. Et donc là, on peut aller un peu partout, de trouver le placement finalement idéal pour l'investisseur. Voilà, finalement une enveloppe assez large. On sait depuis les crises, hein, François, vous qui êtes là sur les marchés depuis longtemps avec Investir qui suit pas à pas les marchés chaque semaine, que les gens désormais, enfin les investisseurs sont assez allergiques quand même à la prise de risque. On a eu de ces gadins sur les marchés en 2000, en 2007, 2008, des moins 40% sur les actions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand le conseiller vous dit, mais cher monsieur, pour la performance en tout cas, outre l'aspect patrimonial, il faut aller sur les fonds actions.
On comprend que ça fait un petit peu peur à certains. Bien sûr, on peut comprendre la notion de stress parce que dans l'imaginaire des épargnants, assurance vie égale sécurité et performance. Donc aujourd'hui, on oublie la performance, il ne reste plus que, j'ai envie de dire, la sécurité, même s'il y a ce risque de gel du contrat en période de stress. Mais vous avez aujourd'hui un matelas de sécurité. Donc dans une diversification, dans une allocation d'actifs, dans un patrimoine, il faut avoir une part de sécurité. Et là, l'assurance vie en euros remplit toujours sa mission. Après, vous avez la possibilité d'avoir un PEA. En gros, en France, il y a 2 enveloppes fiscales, hein. L'assurance vie et le PEA. Donc il faut avoir un PEA. Et si vous avez de l'assurance unité de compte, vous dites je suis entre les deux. J'ai mon assurance vie en euros, donc parce que dans l'assurance unité de compte, vous avez toujours ou souvent une part en euros. Donc si je mets des fonds, je me retrouve avec une logique, une sensibilité équivalente à celle du PEA. Après, il y a des solutions intermédiaires, c'est de dire dans votre assurance vie en unité de compte, vous ne mettez pas forcément des actions, parce que vous pouvez mettre donc, des fonds, mais vous pouvez mettre des fonds à haut rendement. Donc vous pouvez prendre des obligations d'entreprises américaines, vous pouvez prendre des obligations d'entreprises des pays émergents. Tout ça, c'est autorisé, même si c'est pas franco-français ou européen. Donc vous pouvez avoir donc, des fonds obligataires avec du haut rendement, du rendement en tout cas plus élevé que le rendement allemand ou le rendement français. Donc ça permet d'avoir une bonne diversification. Et puis on ne sait pas ce qui peut se passer. Imaginons que les actions politiques nous emmènent dans un sillage, dans un chemin un peu dangereux, avec un risque de sortie de la France, de la zone euro. Eh bien, avoir des obligations à haut rendement américains ou des pays émergents, c'est aussi une sécurité. Il faut à chaque fois... Il faut diversifier. À chaque fois, il faut dire on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On diversifie, on regarde la performance, mais on regarde le couple performance-sécurité. On parle également de certains fonds boostés. Avec vous, Thierry, on a entendu parler de ces fonds. Alors, on reste dans des fonds euros, euro plus, euro performance, qui atteignent des rendements là doublés par rapport à ce qu'on disait, 1,7, 1,8. On est sur des 3,60, au-dessus de 3,50 et même 4 les bonnes années. Comment on réussit à faire ces performances ? Alors, on vit une évolution sociétale très forte dans tous les domaines et finalement, le ronron de l'assurance vie n'avait pas bougé. Nous, il y a 4 ans, avec un assureur que je vais citer qui s'appelle Suravenir, on a décidé de monter un produit qui a pris le parti pris très fort d'investir dans de l'immobilier d'entreprise. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec un produit qui, contrairement aux fonds euros traditionnels qui sont investis en obligations d'État majoritairement, on s'est retrouvé avec un portefeuille immobilier d'entreprise qui délivre une performance naturelle par le jeu des loyers, qui nous permet aujourd'hui effectivement de distribuer à nos investisseurs 3,60 net en 2016. Alors, je suis obligé de vous poser la question. Du coup, on a compris que donc c'était une dimension, une part immobilier injectée dans ce contrat. Du coup, est-ce qu'on a plus de performance qu'est-ce qu'on a plus de risques ? Non, parce qu'on est exactement dans le même cheminement. C'est un fonds euro, c'est-à-dire la base, c'est un fonds euro. Ensuite, c'est la gestion de ce fonds euro qui est managé par bien évidemment l'assureur et puis des spécialistes autour, qui fait qu'on va aller chercher la performance. Mais la garantie du capital, elle est portée par l'assureur, au même titre qu'un fonds euro traditionnel. L'autre partie sur laquelle je voulais rebondir, parce qu'il y a des fonds euros aujourd'hui où vous pouvez avoir la performance, ou en tout cas une partie de la performance des marchés, tout en étant garanti. Alors la contrainte, c'est que vous pouvez avoir une année à zéro. Mais par exemple, là, c'est une autre solution qui existe, mais il y en a plusieurs sur le marché. Ça ne se limite pas à l'offre prémoniale, mais en tout cas, nous, on est plutôt très innovants sur le sujet. On a, avec un autre groupe d'assurance, développé un concept qui, chez Oradea, donc groupe Société Générale, qui vous permet d'investir sur un fonds euro, donc complètement garanti, quoi qu'il arrive. Et là, on est sur de la garantie réelle, de l'investissement net fait. Et derrière, si le sous-jacent va aller chercher de la performance sur les marchés, vous en bénéficiez. Et c'est cette modernité, cette ingénierie financière mise au service de l'investisseur qui nous permet de dire que oui, en ayant une poche, et on va rentrer dans la diversification parce qu'elle est fondamentale. Je rejoins parfaitement la notion de il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, mais au sein d'un contrat d'assurance vie, il ne faut pas mettre non plus ses œufs dans le même panier. Et donc là, quand vous avez un outil qui sert de socle en fonds euros qui peut aller chercher plus que 1,70, c'est bien l'ambition à moyen terme de ces deux solutions, et effectivement, on a un socle sécuritaire qu'on va améliorer
par de la performance sur des unités de compte de différentes natures. On cite dans le Mac Déplacement les solutions proposées. Donc la première avec du fonds immobilier dedans, c'est le fonds Sérénipierre. C'est le contrat Sérénipierre. C'est le contrat Sérénipierre. Et puis l'autre avec Target Plus. Target Plus avec Oradea, Société Générale, l'assureur. Merci pour ces solutions. Quelques solutions. On passe maintenant à vos questions avec les réponses de nos experts. À tout de suite. Les questions, vos questions à nos experts François Monnier et Thierry Bidena sont avec moi. On parle assurance vie et on a des questions alors très pratiques, messieurs. Je vous demanderai de faire des réponses relativement courtes. On démarre avec qui peut ouvrir aujourd'hui des contrats d'assurance vie. Est-ce qu'il y a un âge minimum, François? Alors, dans le cadre de l'assurance vie, il n'y a pas d'âge minimum. On peut être mineur, contrairement au PEA. Au PEA, il faut absolument avoir plus de 18 ans. Donc j'ai envie de dire le plus tôt est le mieux. Ouais, on avait justement cette question. J'incite mon fils à ouvrir un contrat d'assurance vie. À quel âge faut-il commencer? Bon, voilà, réponse, dès aujourd'hui. Ok, l'âge idéal pour commencer à investir. Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement il y a une dimension, ou peut-être Thierry, en fonction, c'est pas pareil si on a 20 ans, 30 ans ou qu'on est évidemment 60-70 ans retraité. On n'a pas du tout les mêmes objectifs, même de vie. Tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a différents modes de souscription. Il y a des modes de souscription que nous, on privilégie parce que vous l'avez compris dans les échanges précédents. Aujourd'hui, s'aventurer sans conseil, sans accompagnement sur des investissements, ça devient compliqué. Quand vous êtes un jeune ou un parent ou un grand-parent qui veulent lancer votre enfant, qu'il soit mineur ou majeur, sur un contrat d'assurance vie, aujourd'hui, vous avez différents outils. Vous avez des contrats d'assurance vie que vous pouvez souscrire en ligne. Nous, on vient de lancer un concept avec Link by Primonial où tout est guidé justement pour les primo-investisseurs, donc justement pour les jeunes qui ont un avantage fort, c'est que le jour où ils vont avoir besoin d'un conseiller, ils l'auront et ce sera un conseiller en gestion de patrimoine. Donc pour les jeunes, j'ai tendance à dire que oui, on peut être en primo-investisseur parce qu'on a une visibilité très longue sur ces investissements et ces objectifs ne sont pas tout à fait définis. Donc là, ça devient un vrai produit d'investissement. Et puis plus on avance en âge, plus on a besoin de conseils pour s'assurer que l'équilibre patrimonial et les sous-jacents utilisés sont pertinents. Vous m'aviez dit de faire court, j'essaierai la prochaine fois. Voilà, donc, mais justement, ça fait le lien. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est digital? Donc le contrat à comprendre, est-ce que c'est simple? Déjà, il y a cette très basiquement, quand on dit assurance vie, on dit mais attendez, assurance vie, je suis jeune, j'ai pas envie de mourir. Il y a ce mot peut-être vie qui est peut-être très bien choisi. Les gens sont, enfin les plus jeunes en tout cas, sont un petit peu inquiets par rapport à ce contrat assurance vie. Il faut bien expliquer, c'est une enveloppe fiscale, mais c'est pas une assurance décès au contraire. Absolument, le nom est peut-être mal choisi. L'idée c'est d'avoir une enveloppe pour préparer éventuellement sa retraite, et puis c'est un outil d'aide pour la succession. Donc ça, ce sont vraiment les bases de ce produit-là. Plus vous êtes jeune, plus vous pouvez mettre du risque, j'ai envie de dire, dans l'assurance vie, et plus vous commencez à vous approcher des 80 ans, 90 ans, où là, il faut vraiment être dans une vraie logique de succession, et donc là, vous limitez, on va dire, la performance, et vous êtes vraiment quasiment que sur de la sécurité. Sur l'âge, on l'a compris, il faut commencer jeune, aussitôt que possible. Et tiens, est-ce que c'est cher aussi? Est-ce qu'il faut être riche pour faire une assurance vie? Non, il faut pas, n'y a pas besoin d'être riche. On peut commencer avec quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros. Il n'y a pas de seuil vraiment minimum. C'est facile d'accès parce qu'on peut maintenant les acheter sur Internet. Il n'y a pas besoin forcément d'aller voir un assureur ou un courtier. Donc c'est vraiment très fluide, très facile. Après, c'est un produit qui devient de plus en plus complexe parce que comme vous l'avez compris, avant c'était très simple, il fallait s'occuper juste du taux de rendement et éventuellement des frais de gestion. Maintenant, il y a plein de produits plus ou moins structurés qui vous permettent d'avoir des bonus sur rendement, etc. Donc il faut bien lire toutes les annexes, toutes les petites lignes et se faire conseiller, bien sûr. Voilà, lire, investir, on va aller voir les experts de Primonial. J'ai déjà un contrat, puis-je en ouvrir un autre? Il n'y a pas de limite. C'est pas comme le livret A, justement, placement réglementé. On peut ouvrir plusieurs. Voilà, vous pouvez ouvrir plusieurs contrats et c'est même encouragé d'avoir plusieurs contrats pour avoir une notion de diversification parce que chaque contrat peut répondre à différents besoins et puis pour une logique de sécurité parce qu'on ne sait jamais, un assureur peut faire une mauvaise gestion et donc on limite les risques ainsi. Ah donc diversifier également les assureurs. Voilà. Ah oui, bon, pas de limite, donc on l'a dit, est-ce recommandé d'en détenir plusieurs? Donc on a la réponse, c'est oui. Tiens, on parle allocation d'actifs. J'ai la même allocation depuis 8 ans, que faire?
Alors si par exemple on est sur contrat fonds en euros à 80% et puis on a le même fonds depuis des années et des années. Ben, j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes suivi? Parce que si vous êtes suivi et que cette allocation 80-20 répond parfaitement à votre sensibilité et va s'inscrire dans la réalisation de vos objectifs, j'ai envie de dire oui. Sauf que, je le disais précédemment, la société est en train de bouger très vite, donc c'est peu probable que ce soit juste. Ouais, donc voilà, faites-vous conseiller. Faut-il encore investir sur le fonds en euros? Même réponse que François. Si j'ai déjà un contrat qui porte des avantages fiscaux parce qu'ils ont été souscrits il y a très longtemps et que mon objectif c'est de le transmettre, je suis plus en conservation de capital qu'en création de valeur autour du capital. Dès que je suis en création de patrimoine, dès que je suis en préparation de ma retraite, aujourd'hui il faut aller soit sur des fonds modernes dont on a parlé tout à l'heure, qui vont aller chercher plus que la performance des fonds euros traditionnels, et il faut diversifier dans son contrat. On ne peut pas rester sur une ligne directrice exclusivement euro aujourd'hui si on veut si on veut rentabiliser son investissement. Tiens, on revient sur les inquiétudes. Une question, on m'a dit que mon argent est bloqué pendant 8 ans. Est-ce vrai? Non, l'argent n'est pas du tout bloqué. Simplement, dans l'imaginaire des épargnants, 8 ans, c'est un cap important, un seuil symbolique dans le cadre de l'assurance vie, parce qu'au-delà de 8 ans, bien, vous avez un avantage fiscal. Avant 8 ans, vous êtes davantage taxé, et si vous sortez avant 4 ans, là, la taxation est maximum. Donc c'est juste, c'est un critère fiscal, mais l'argent n'est pas du tout bloqué. Ouais, voilà, c'est une question qu'on a très souvent en clientèle, hein, c'est-à-dire les gens, et ça c'est lié à tout ce qui a été fait précédemment, c'est qu'on a donné cette date butoir de 8 ans et elle a été ancrée. Mais François a tout à fait raison. Si j'ai besoin de mon argent pour le contrat est liquide et en plus c'est un outil financier, comme vous disiez, couteau suisse. Je peux même avoir des avances si ce besoin de trésorerie est temporaire. Voilà, je peux laisser l'argent dans le contrat et mon assureur me fait une avance. Prête finalement de l'argent que je vais lui rendre très rapidement derrière. Et ce qui est bien avec l'assurance vie, c'est que vous pouvez retirer de l'argent puis après en remettre. Contrairement à un PEA où vous pouvez retirer, mais une fois que vous avez commencé à retirer, vous ne pouvez pas remettre de l'argent. L'assurance vie, alors là, c'est l'instrument, j'allais dire, le plus souple possible. Toujours dans les inquiétudes, avec les lois Sapin, pourrais-je toujours retirer mon argent en cas de coup dur sur les marchés? Alors là, on est parti sur un univers politique. On a pris une règle qui dit que l'État s'autorise à bloquer pendant 6 mois toutes les compagnies d'assurance, tous les types de sous-jacents, fonds euros, unités de compte. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Je sais pas, est-ce qu'il faut une guerre? Est-ce qu'il faut une sortie de l'euro? Est-ce qu'on connaît finalement le cadre finalement de ces conditions? Non, c'est souple. On parle de stress sur le marché, mais on ne dit pas exactement quel est le seuil de niveau du stress. Est-ce que c'est une baisse, j'ai envie de dire, du marché obligataire de 5%, de 10%? Est-ce que c'est une baisse de la bourse, du CAC 40, du MSCI? Il n'y a pas du tout aujourd'hui, ça n'a pas été quantifié. C'est juste une appréciation, on va dire, subjective. Du régulateur ou donc ça incite à la méfiance quand même. Pour l'investisseur, le danger majeur, c'est qu'à un moment donné, votre livret A, que l'inflation soit à 2, que votre livret A soit à 2,20 et que votre contrat d'assurance fasse 1%. Si vous êtes conseillé un tantinet soit peu, on va vous dire arbitrer. S'il y a beaucoup d'arbitrage sur les contrats d'assurance vie à ce moment-là, on est toujours dans l'euro, dans la zone euro, l'euro est toujours là, il n'y a pas d'éléments majeurs. S'il y a des rachats massifs, ça mettra en péril les assureurs, donc le gouvernement pourra intervenir. Mon conseiller m'invite à investir sur des actions, mais c'est un placement risqué qui ne me correspond pas. Comment placer mon épargne? Eh bien, si vous voulez prendre aucun risque, vous allez avoir un rendement, une performance qui est assez faible, voire symbolique. Il vous reste, on va dire, le livret A, qui correspond peut-être au maximum aujourd'hui. C'est le produit, on va dire, avec le plus de sécurité et qui représente le meilleur avantage fiscal. Donc, il n'y a pas mieux que le livret A si vous voulez prendre aucun risque. Autrement, il faut laisser sur le compte courant. Là également, vous n'avez pas de risque, sauf en cas de faillite de votre banque. Mais autrement, à partir du moment où il y a de la performance, il y a un petit peu de risque. Le fonds en euros de mon contrat a encore une performance inférieure à 2%. Faut-il changer de contrat? Alors, toujours pareil, je me sens répétitif, mais c'est le travail de mes conseillers tous les jours. C'est qu'une question simple et pourtant très pertinente ne peut se regarder que de manière globale. Donc, quel est le besoin, quel est l'objectif? Il se situe comment par rapport au reste de mon patrimoine? Il n'y a pas de réponse automatique. Mécaniquement, si cette question est posée, c'est parce que je subodore que je vais aller chercher davantage de performance. Si je me raccroche à la question précédente et que j'ai peur des actions, il y a des véhicules immobiliers qu'on peut acheter. Alors, il y a du risque, bien évidemment. Tout le monde sait que dans l'immobilier, il y a quand même un peu de risque. Il y a des obligations, entre guillemets,
même managés qui permettent d'aller chercher de la performance avec un risque complètement contrôlé. Des solutions, évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Le rendement prévu en 2017, quel rendement prévoyez-vous en 2017 pour les fonds en euros? Les experts du plateau sont unanimes, ça sera inférieur à 2% en moyenne? Là, ce sera inférieur en tout cas à 2016. En 2016, on est sur un rendement moyen aux alentours de 1,7%. La probabilité est très importante pour que ce rendement tombe aux alentours de 1,3% en 2017. Avec les taux qui remontent, justement, est-ce que ça peut avoir un impact sur ces rendements? Est-ce qu'ils peuvent reprendre une pente ascendante, François Monnier? La hausse des taux et le comportement de l'assurance vie, il peut être favorable ou défavorable. Ça dépend de la vitesse à laquelle les taux remontent. Si les taux remontent tout doucement, graduellement, sur longue période, c'est fantastique pour l'assurance vie parce que ça veut dire que l'assurance vie aura les moyens de faire mieux que l'inflation année après année. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le scénario idéal pour les assureurs et pour les épargnants qui détiennent des contrats. En revanche, si vous avez une forte tension sur les taux, et donc ça veut dire des taux qui remontent brutalement sur une période relativement courte, eh bien là, c'est très négatif pour les détenteurs de contrats. Parce que vous allez avoir deux choses. Forte tension sur les taux dit effondrement des obligations. Et vous savez que votre contrat en euros, il est composé essentiellement d'obligations. Donc là, performance de l'actif qui se dégrade. Et puis deuxièmement, vous allez avoir une compétition parce qu'aujourd'hui, plus personne ne parle des super livrets des banques. Parce que les super livrets des banques n'a plus cet adjectif de super, c'est juste des livrets qui ne rapportent pas grand-chose. Mais du jour au lendemain, vous allez avoir des banques qui vont vous proposer des rendements de 3, 4, 5, 6%. Donc l'épargnant qui voit ça, on vous propose un rendement 5% quasiment garanti, on vous propose un rendement d'assurance vie en euros aux alentours de 1%, eh bien vous allez avoir une sortie massive. Et là, cette sortie massive, ça crée des soucis pour les assureurs parce que eux, leur argent, il est bloqué. Généralement, un assureur, quand il achète une obligation à 10 ans, l'idée c'est qu'il récupère l'argent au bout des 10 ans. Ce n'est pas pour sortir au milieu du parcours, il attend l'échéance. Et donc là, on va avoir un problème de contraintes sur les assureurs. Et on a une vraie contrainte de liquidité de l'assureur. Et donc ça lui pose des vrais problèmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, les assureurs créent des réserves. On parle de plus en plus de réserves. Chaque année, maintenant, comme un écureuil, on se procure des petites noisettes, on les met de côté. Et donc, le rendement qui est proposé aux épargnants, eh bien, ce rendement, il est net de réserve parce qu'on lui demande à cet assureur de se constituer, en cas de coup dur, une certaine enveloppe. Merci François pour cette réponse succincte. Thierry, je voulais réagir parce que, encore une fois, je reviens sur, si demain on avait cette pression-là, je reviens sur toutes les innovations qui existent. C'est pour ça qu'il y a des fonds euros aujourd'hui qui vont s'appuyer sur la capacité à aller capter de la performance des marchés parce que la corrélation habituelle, c'est quand l'inflation monte, les actions accompagnent naturellement cette montée. Et que quand vous avez un fonds euro qui va aller capter la performance des marchés actions, mécaniquement, votre taux de rendement sera nettement meilleur que le marché. Et donc des fameux 1,50 ou 1,30 qu'il pourra y avoir l'année prochaine. Au final, faut-il encore investir en assurance vie? Votre conclusion, Thierry? Je pense que clairement, la réponse va être oui. Sauf si on se dit qu'on cherche un placement pour gagner juste un 50 en toute sécurité. Voilà. François? Oui, mais encore en assurance vie en euros classique. Il ne faut pas hésiter à sortir maintenant, aller chercher sur ces unités de compte, ces fonds, il faut prendre une assurance vie, on va dire, un peu plus intelligente, un peu plus dynamique que par le passé. Merci messieurs, on était en compagnie de deux experts ce matin, François Monnier, le directeur de la rédaction d'Investir, merci François, et Thierry Abidana, directeur Primonial Gestion Privée. Merci à vous. Premier numéro du MAC Déplacement spécial Assurance Vie. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Très bonne journée à tous.